Bonjour à tous et bienvenue dans le Midi BFM. L'équipe est là, elle est au complet. On est très heureux de vous accueillir avec Roselyne pour cette nouvelle saison, avec Laurent Neumann, bien évidemment, Marc Hay qui va nous rejoindre dans quelques instants. Steven Bellery qui est aussi aujourd'hui autour du plateau, sur le plateau du Midi BFM pour rendre hommage, Roselyne, à Philippe Bouvard. Disparu ce matin à l'âge de 96 ans, tranquillement chez lui. Il avait travaillé, vous le verrez quasiment jusqu'au bout, fondateur des grosses têtes sur RTL. Bernard Mabille et Philippe Candeloro qui ont travaillé avec lui seront en direct dans un instant avec nous. Dans l'actualité également de cette mi-journée, les orages qui menacent et qui ont d'ailleurs déjà frappé le sud-ouest. Les Landes, il y a des dégâts dans le secteur de Peyrehorade. Thomas Girard est sur place et nous serons en direct dans quelques instants avec le maire. La campagne présidentielle, ça y est, bien lancée. Nouvelle progression de Jean-Luc Mélenchon dans le dernier sondage Harris Interactive Toluna. Un duel inévitable ou pas, Mélenchon-Le Pen au second tour. Est-ce inéluctable? On posera la question. La disparition donc de Philippe Bouvard, on va commencer par ça, on l'a appris en tout début de matinée, il avait 96 ans. Bouvard, c'était évidemment les grosses têtes de RTL, mais ce fut aussi un révélateur de talent à la télé, dans le petit théâtre de Bouvard, et ce fut aussi une plume, une grande plume de notre métier. Infatigable, il y a 2 ans, il avait toujours une chronique hebdomadaire sur RTL, à 94 ans donc. Philippe Bouvard qui a traversé l'époque en travaillant quasiment jusqu'au bout. Avant d'entendre Bernard Mabille et Philippe Candeloro, sociétaires des grosses têtes, cette immense carrière est racontée par Philippe Dufresne. C'est le chroniqueur bien connu d'un journal non moins connu et considéré, ajouterais-je. Il s'appelle Philippe Bouvard. 1958, première télé, la description est fidèle au personnage. Beaucoup de gens craignent sa plume satirique. Il a un côté affreux Jojo, vous savez, qui vous met du poil à gratter dans le dos. Regard malicieux, ton caustique et bientôt un rire bondissant, connu de la France entière. Pendant près de 40 ans, Philippe Bouvard anime Les Grosses Têtes, émission la plus écoutée de France, qui fait de lui un indéboulonnable du PAF. En 2000, RTL qui voulait le remplacer doit le rappeler face à la chute des audiences. Sa marque de fabrique, un humour grivois et rabelaisien assumé. Alors attention, cul sec. Celui qui finit son verre en dernier est obligé d'en boire un deuxième. Je me suis bien amusé. Et comme je suis en outre payé pour ça, je pense que je suis un privilégié. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça qui me... Un succès qui, adapté à la télévision, fera les grosses audiences de la une. Il faut dire que Philippe Bouvard avait déjà exploré avec succès l'humour à la télévision. Dès 1982, de jeunes humoristes se voient imposer le thème de leur sketch dans le théâtre de Bouvard. De Bigard à Michel Bernier, en passant par Mimi Mati ou Muriel Robin, tous vont accéder à la célébrité grâce à Bouvard. Le premier qui passe, je me le fais. Mais c'est aussi un journaliste talentueux qui, après 3 échecs au bac et un renvoi de l'école de journalisme, entre comme coursier au Figaro, écrira dans Le Point et dirigera notamment France Soir. Tout un symbole pour Philippe Bouvard, directeur du journal. Plume acérée et ton d'intervieweur impertinent à la télévision. Souscrivez-vous à la définition de l'amour donnée par Balzac? Un qui souffre, l'autre qui s'ennuie. C'est Balzac. Oui, sinon on ne l'aurait pas cité d'ailleurs, parce que ça aurait fait un peu vulgaire. L'amitié. Il est fort, Al-Lascar. L'amitié. Bouvard, un touche-à-tout qui aura même dirigé la salle de spectacle Bobino pendant 15 ans. Après son départ des grosses têtes en 2014, il avait continué d'animer une émission, puis des chroniques le week-end, depuis son domicile cannois. L'une de ses dernières apparitions, c'était justement dans les Alpes-Maritimes, fin 2024. Affaibli, mais toujours avec beaucoup d'à-propos, il avait assisté à la projection des 1001 vies de Philippe Bouvard, un documentaire qui lui était consacré. Nous avons 2 grandes voix des grosses têtes avec nous et en direct, Philippe Candeloro et Bernard Mabille. On va commencer par vous, Bernard. Quel souvenir vous gardez de Philippe Bouvard? Bonjour. Oh bah, je suis quand même très ému, très ému. Il y a 2 choses qui me paraissent essentielles, c'est qu'il est mort tranquillement, et puis j'aurais pensé surtout à son épouse Colette, qui l'a supporté pendant tant d'années, parce qu'il n'était pas facile à vivre. Il n'était pas facile à vivre. Du caractère non, et l'une des... Allez-y. Oui. Non, mais moi, si vous voulez, à l'époque, j'étais petit journaliste, j'étais pigiste. Et Bouvard, c'était un modèle, quoi. Il réussissait tout, il a tout inventé. Quand je repense à la télé, c'est lui qui a inventé les interviews vaches, l'humour, et il a tout créé, quoi. Il a tout créé, mais c'était surtout la culture. La première fois que j'ai vu dans son bureau, il avait 4000 bouquins, c'est une bibliothèque, et je pense qu'ils les avaient tous lus.
Et je pensais à ce parcours d'autodidacte qui est devenu... il aimait les gadgets et les honneurs, et je crois que son plus grand plaisir, c'est d'avoir eu la Légion d'honneur que lui avait remis Raffarin alors que Villepin piétinait dans le jardin de Matignon. Et puis, je crois que sa grosse déception, c'est de ne pas être rentré à l'Académie française, quoi. Et Dieu sait s'il a courtisé les académiciens, il aurait aimé avoir sa place là-bas, mais finalement, je pense qu'il la méritait. Énorme culture. Par contre, vous voyez, j'ai travaillé avec lui pendant 30 ans. Je ne pourrais pas vous dire si un jour il m'a pris en amitié ou pas. Et c'est quelqu'un d'assez froid. Et il y avait le boulot. Quand on avait rendez-vous avec lui, il détachait son bracelet-montre, il le mettait sur le bureau. Ça voulait dire, vous avez 5 minutes, et 5 minutes, c'était pas 6 minutes, quoi. Tout était... Mais... Enfin, moi, je l'ai vu tendre, parce que je l'ai vu avec son petit-fils à Cannes. Il avait le petit-fils sur les genoux. Vous imaginez Philippe en Bermuda, en chemisette, et le petit-fils sur les genoux. Et le petit-fils qui le tannait pour aller dans un McDo, et Philippe ne savait pas ce que c'était. Et vous, Philippe Candeloro, vos souvenirs, un moment, un trait de caractère? Un trait de caractère, c'était déjà un grand monsieur, puis surtout un très grand recruteur de talent de l'humour. Moi, je n'étais pas spécialiste de l'humour, mais il m'a donné ma chance, il m'a invité, Alors, c'était un grand professeur et surtout, il était très, très exigeant, hein. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé aux grosses têtes, j'étais un petit blanc-bec qui sortait du sport. Et il m'a laissé ma chance parce qu'il avait certainement senti chez moi ces blagues potaches ou grivoises qu'on connaissait bien à cette époque-là. Et c'était la grande époque de l'humour. Les grosses têtes, comme il l'a dit, Bernard, il a dit, on était tous des petits. On a tous démarré petits aux côtés de Philippe Bouvard, alors que lui était déjà un grand. Et je pense que on le regrettera parce que moi, je me suis très, très bien amusé. J'étais plus spectateur que acteur, finalement, quand je venais aux grosses têtes. Et puis, je rencontrais toutes ces vedettes qui étaient Carlos, Sim, Bernard. Franchement, voilà, moi, c'est une époque que j'oublierai jamais. Et puis, merci à ce grand monsieur qui a su aussi détecter les talents de l'humour et surtout nous mettre en valeur quand il fallait. Mais il fallait être à la hauteur. Bon, il fallait être à la hauteur, il fallait bosser. Et il vous a engueulé parfois? Ah ouais. Moi, je me souviens la première fois, et je sortais des championnats d'Europe, il me dit allez, on vous invite pour faire les grosses têtes, à Bobino. Et puis j'avais un quart d'heure pour apprendre un texte qui faisait 2 pages. Alors je peux vous dire, quand on est sportif, on n'est pas forcément lecteur de texte. Et du coup, à un moment donné, il dit bon, monsieur Candeloro, il faudrait peut-être apprendre vos textes. Hein. Mais en plus, moi, j'étais en face de Carlos et tous ces grands qui étaient pour moi, voilà, j'étais intimidé en plus. Hein. Puis bon, ce soir, je me suis assez bien démerdé. On s'est bien amusé. Ils m'ont accepté dans la famille. Ça, c'était pas évident non plus. Et je pense qu'il m'a pris un petit peu pour son petit-fils à l'époque et il me protégeait. Et moi, j'avais beaucoup de tendresse et il avait beaucoup de tendresse pour moi, ce qui m'a souvent protégé et aidé à m'insérer dans l'équipe des grosses têtes. Steven Bellery, vous l'avez bien connu, vous évidemment, à RTL, Philippe Bouvard. C'était quelqu'un de très exigeant, très cultivé, très journaliste. Il a prouvé qu'on pouvait mêler d'ailleurs le journalisme et l'humour. Et l'humour, en fait, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'infotainment. Il disait, moi, oui, je pouvais mettre Dali et Coluche à côté l'un de l'autre. Ça fait pas une photo, mais ça fait un bon plateau. Il a réussi comme ça à mêler à la fois l'espièglerie, un ton caustique, des personnes... Je pense à Lynn Renaud, à Mireille Mathieu, à Brigitte Bardot qui l'assassinait à longueur d'émission. Et puis il arrivait aussi à mettre en valeur un livre, un film, quelque chose d'extrêmement, parfois exigeant intellectuellement, mais il avait ce rôle de passeur. Il avait comme cette facilité à rendre tout intéressant, à rendre tout extrêmement fluide. C'était un grand travailleur. Moi, c'est surtout sa capacité d'improvisation qui m'a époustouflé. Il écrivait tout, mais il était capable de, comme on dit, de sortir de son texte et de réagir en une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'il pensait toujours à ce qu'il allait dire après, mais il écoutait ce qui se passait autour de lui. Voilà, c'était quelqu'un qui savait mener des tablés et faire rebondir le bon mot en permanence. 40 ans de grosses têtes, avant de passer la main, non sans difficulté, à Laurent Ruquier en 2014. Très intéressant d'ailleurs, vous allez voir, d'entendre ce que disaient les Français après la toute dernière émission de Philippe Bouvard sur RTL. On a besoin des émissions comme ça. Et moi, je vais regretter de Philippe Bouvard. Je viens de Marseille. J'ai voulu assister à sa dernière émission. Une grosse tête qui s'en va. La France, elle est morose. Vous écoutez Bouvard, la France, elle vit.
La France, elle rigole, la France, elle espère, la France, elle va mieux. C'est un maître de l'humour, monsieur Bouvard. Il nous fait tous rire. Les grosses têtes ont bercé mon adolescence. J'ai révisé le baccalauréat en écoutant le Grosses Têtes le samedi dimanche. Je suis un petit peu triste malgré tout que ça se termine, mais étant donné que ça s'est déjà terminé et qu'on dit jamais 203, pourquoi pas, on pourrait peut-être revenir encore l'année prochaine. Bernard Mabille, c'est intéressant ce que disent les Français. C'était donc à l'époque, au lendemain, enfin le jour de sa dernière émission. C'était un remède à la morosité. Oui, vous savez, il y avait une pub d'RTL qui montrait un auditeur en salopette et qui montrait le transistor du doigt en disant « Oh les cons !» Et ça parlait. Et ben Bouvard, quand vous rentriez aux grosses têtes, vous deveniez con d'honneur, et connu et aimé par tout le monde du jour au lendemain. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Pendant que vous parlez, on revoit son rire. Ah, oui, c'était presque contagieux, ses épaules qui tressautaient. Ouais. Oh, la première fois que je l'ai fait rire, ça a été ma grande victoire, mais il a fallu au moins 3 semaines. Mais là, j'étais heureux de le voir rire. C'était une cochonnerie, je ne sais plus laquelle, mais il riait beaucoup sur les cochonneries. Et on pouvait partager aussi ça un peu avec lui. Laurent Neumann, vous avez un souvenir, vous, en tant qu'auditeur de Philippe Bouvard? Alors, moi, je suis un auditeur des grosses têtes depuis très longtemps. Ouais. J'adore cet humour-là. Et puis, Bouvard, un jour, je l'ai vu, j'ignorais cette anecdote, mais je le vois descendre de sa fameuse limousine. Dans Paris, il avait cette énorme voiture gigantesque et l'arrière de cette voiture était en réalité son deuxième bureau. Il avait un téléphone satellitaire, il écrivait ses chroniques dans sa voiture, il avait un chauffeur, c'était extrêmement chic. Je me disais, mais mince, donc on peut être journaliste, on peut être animateur de télé et rouler dans des voitures pareilles. C'est pour ça que vous êtes devenu journaliste? Alors non, parce que la passion est venue avant. Et puis je l'ai croisé à d'autres endroits, on en parle peut-être moins, mais il avait une énorme addiction au jeu. Et l'addiction était telle qu'il s'était fait interdire de casino. Et comme il ne pouvait plus jouer dans aucun casino français, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait jouer à Monaco, où il privatisait une table dans le grand casino de Monaco pour jouer tout seul contre le croupier et contre le casino. Voilà, il ne pouvait pas s'empêcher de jouer. Et il dit qu'il a toujours fonctionné un peu comme la roulette pour prendre des décisions dans la vie et qu'il était comme ça. C'est vrai que Philippe Bouvard disait que dans les années 80, il avait 6 assistantes. Il travaillait dans cette voiture, il passait de bureau en bureau, c'était un infatigable travailleur, il travaillait 15 heures par jour à peu près. Et c'est amusant cette anecdote parce qu'il raconte, Philippe Bouvard, que c'est en voyant gamin Jean Cocteau dans une très belle voiture sur la Croisette à Cannes qu'il s'est dit tiens, écrire visiblement ça vous fait devenir riche. Alors il s'était pas tout à fait trompé pour sa carrière à lui, même si les écrivains et les journalistes c'est pas nécessairement ça, mais c'est ainsi qu'il a voulu s'y mettre, aller vers ce métier qui lui tendait les bras. Et vous avez raison d'insister là-dessus, il fut aussi l'une des plumes du Figaro Magazine et de VSD dans cette c'est une des rares personnalités à avoir acérée. Tout fait. Il a écrit des pièces de théâtre, des livres, il a été petit reporter, il a été intervieweur, patron de presse. Il a fait tous les métiers tous les métiers de notre dimension médiatique. Merci beaucoup Bernard Mabille. Merci à vous aussi Philippe Candeloro pour vos très jolis mots à destination de Philippe. Allez-y Philippe, d'un mot. Une petite anecdote, moi je vous invite à essayer de retrouver des images parce que j'ai réussi à faire quand même lever Philippe Bouvard de son siège pendant une des émissions des grosses têtes où on a fait une séance de gymnastique ensemble et c'était pas triste à voir. Alors en plus on a des points communs, il s'appelle Philippe et on était tous les deux de petite taille. Donc voilà ce que je voulais dire et puis bon voyage à Philippe. Voilà. Merci infiniment à tous les deux. Donc Philippe Bouvard qui nous a quittés ce matin vers 8h à l'âge de 96 ans. Autre titre de l'actualité en cette mi-journée, Roselyne, ce déluge qui s'est abattu sur les Landes déjà très éprouvées évidemment par les incendies de cet été. Et là ce sont les orages, 150 interventions des pompiers entre Dax et Hendaye, des milliers de foyers privés de courant, la circulation des trains interrompue, les Landes qui sont souvent touchées par les inondations et les orages en cette saison. Mais là c'est arrivé particulièrement tôt et ça a surpris. Emeline Darcourt avec Thomas Girard d'Actua Presse. Au premier plan, le tronc d'un platane au sol au milieu de la route et juste derrière, le toit endommagé par les branches. Puis les fils électriques enchevêtrés, les poteaux ont été entraînés dans la chute de l'arbre. J'ai entendu le platane tomber parce que je suis juste à côté et vraiment j'ai eu très peur. C'était vraiment une tempête vraiment terrible avec plein de petits grêlons mais énormes, des quantités monstres. Là, je regardais dans le fossé, il y a 50 cm de grêle encore. Là-bas devant chez moi, il y a 20 cm de grêle. C'est une catastrophe. Tout est détruit. Les arbres sont tombés, les maisons partout. C'est une catastrophe. Moi, je suis désemparée. Les toitures qui sont arrachées,
des arbres qui sont tombés, puis surtout des poteaux électriques. Donc beaucoup le courant coupé et puis les chemins bloqués, quoi. L'électricité manque dans le quartier et dans cette station-service qui a subi l'orage, impossible d'accueillir les clients. Non, on est fermé. Hein. Ah non, on n'a rien qui marche. On n'a plus de jus, on n'a plus rien. Regarde, le totem, il est en croix et tout. Je peux même pas vendre du fioul. Ici, beaucoup de dégâts. Le toit est à refaire. Il venait d'être rénové. Le gérant nous montre ce qu'il a trouvé en arrivant cette nuit. Je me suis retrouvé dans la flotte parce que c'était inondé. Voici d'autres vidéos témoins de la nuit prises par des habitants de Pérorade. Le vent qu'il y a. Un vent très fort, le bruit de la grêle et des quantités d'eau tombées en quelques instants. Marc, on le voit sur ces images, hein, ce sont vraiment des orages très spectaculaires, très violents, qui étaient prévus, dont l'intensité était prévue. Alors peut-être pas cette intensité-là, en fait c'est un phénomène extrêmement localisé parce que... Comme souvent, parce que lorsqu'on regarde les rafales de vent sur les Landes, les rafales maximales, on a du 70 km/h. Quand on voit les dégâts et la nature des dégâts, très clairement les rafales ont été plus puissantes. Et puis en termes de cumul de pluie également, on relève dans les pluviomètres 22 litres d'eau par mètre carré. Or, la lame d'eau, ce qui nous permet d'extrapoler en fait les pluies, indique localement des pointes à près de 80 voire 100 litres d'eau par mètre carré. Donc un phénomène très localisé, très violent, et ça annonce les orages violents attendus entre cet après-midi et la nuit prochaine dans le sud de la France. Dans quelle zone ? Dans le sud-ouest dans un premier temps. Quel département? On a déjà une idée du tracé? On a 18 départements placés en vigilance orange. Ça va commencer donc par le sud-ouest, de la Haute-Garonne jusqu'au Gers, jusqu'à la Dordogne et en remontant vers l'Allier. Ensuite, ces orages vont se décaler vers le Languedoc-Roussillon, donc Pyrénées-Orientales, Aude et Hérault en fin d'après-midi et en soirée. Et tout ceci gagnera ensuite les Bouches-du-Rhône et le Var sur les coups de 20h, 21h. On est en direct également avec Yann Amis. Yann, on sort d'un été très chaud, les mers, les océans eux aussi sont chauds. Tout ça, ça nourrit les orages et ça promet un automne compliqué? Oui, complètement. Effectivement, ce qu'évoquait Marc tout à l'heure, on a une vague orageuse là qui va se manifester, mais il faut bien voir que toutes ces vagues orageuses qui vont se manifester là, notamment sur notre mois de fin août et début septembre, autant pour celles d'aujourd'hui, mais celles que l'on va également retrouver notamment mercredi et puis jeudi, elles se nourrissent essentiellement de nos températures d'eau de mer qui sont particulièrement élevées cette année. On est à plus 3, plus 4 degrés. Donc en fait, on a un océan qui est un carburant, on va dire, redoutable pour nourrir les orages qui vont se sourcer en fait avec cette humidité, parce que l'humidité qui alimente les orages, c'est l'humidité qui remonte en circulant, le vent va circuler sur l'océan ou sur les mers et il va transporter des masses d'air très humides, très chargées, on va dire, en précipitation, et on l'a vu notamment cette nuit, quand ils se manifestent de façon violente, de façon très isolée, ils vont donner des lames d'eau relativement conséquentes. Alors justement, Yann, restez avec nous parce que nous sommes en direct avec le maire de Peyrehorade, Pakchi Grenade. Bonjour monsieur le maire, comment allez-vous d'abord? Et est-ce que les dégâts sont importants à l'heure où l'on parle? Il est 12h15. Oui, bonjour. En effet, oui, les dégâts sont très importants. Il y a énormément d'arbres qui sont tombés, de branches également. Les toitures ont été endommagées et le cumul grêle, précipitations importantes et vent a vraiment fait beaucoup de dégâts sur notre commune. Vous avez combien de maisons qui ont été touchées, voire qui sont inhabitables? J'ai pas le nombre de maisons qui ont été touchées en fait sur les éléments remontent petit à petit au PC, mais toute la nuit a été surtout dédiée à la réouverture des routes et même la matinée, parce qu'il y a énormément d'arbres qui sont tombés et les pompiers ont commencé à aller aider les résidents de Peyrehorade en toute fin de nuit, et donc on doit faire un point PC tout à l'heure à 14h là. Est-ce que les pompiers ont évalué la puissance de cet orage-là, la puissance des rafales? Pour l'instant, on n'a pas de mesure qui correspond à ce qu'on a pu observer, c'est-à-dire que Météo France annonce sur la côte des rafales à 70-80 km/h, mais en fait, les dégâts causés ici localement à Peyrehorade sont pas du tout en adéquation avec ces mesures-là, donc on attend des précisions des services météo et de la préfecture notamment. Vous parliez de ces routes coupées. On voit effectivement sur les images des arbres qui empêchent totalement le trafic. Il y a une autoroute, l'autoroute A641, qui était perturbée. Est-ce que vous savez où on en est de ce côté-là? Les dernières nouvelles, c'est qu'elle devait être réouverte à la mi-journée. Selon l'avancée des travaux, ils ont dégagé beaucoup d'arbres et de branches, mais après il y a des glissières endommagées qui nécessitent un peu plus de temps de travail. Donc là, ils font au mieux pour la rouvrir au plus tôt.
Yann Amis, je me retourne vers vous et restez avec nous s'il vous plaît, monsieur le maire. Lorsque l'on écoute le maire de Peyrehorade, lorsqu'on vous écoute également, on a l'impression qu'on a affaire à des conditions quasi tropicales. On est là sur cette sortie d'été, on a du carburant qui est proche de ce que l'on peut avoir en conditions tropicales. On a des températures là quasiment dans le fond de golfe de Gascogne à 27-28 degrés. En Méditerranée, on est quasiment à 28-29. Effectivement, quand la masse d'air circule, elle se nourrit de cette température en excès sur l'eau de mer, donc elle monte avec, on va dire, ce qu'on appelle le contenu en eau précipitable dans la masse d'air est à peu près, comme il était prévu sur les modèles, à 30-40 mm. Donc on a un réservoir, on va dire, en termes de précipitation qui est relativement conséquent. Et quand la dynamique atmosphérique classique d'orage se met en place, plutôt que d'avoir un contexte classique comme on peut avoir dans des orages violents de fin d'été, cette fois-ci, et cette année particulièrement, elle se nourrit d'un socle thermique relativement élevé qui va contribuer à notamment entretenir ce côté extrême. Et malheureusement, de façon isolée, comme on l'a vu notamment sur cette dernière commune, on est devant un phénomène qui est relativement violent parce que localement, on a eu tous les ingrédients qui étaient réunis et notamment qui ont contribué à favoriser un orage particulièrement violent et destructeur. Et c'est à ça qu'il faut s'attendre pour ces 18 départements qui sont en alerte orange cet après-midi. Pour certains, on hésitait presque avec du rouge, visiblement. En fait, après, le domaine de la classification, ça c'est au service de l'État de se prononcer là-dessus. Mais globalement, quand on voit cette ligne orageuse là qui va remonter à partir de 14 heures, elle va se mettre en place, elle va commencer à se développer à partir de 14 heures je partirai sur un point à peu près au niveau de Toulouse et ensuite elle va monter progressivement vers le nord-est de façon structurée entre Nantes et quasiment l'entrée de la Méditerranée ou le golfe du Lion. Et là, la vague orageuse va remonter vers le nord-est. Elle va se nourrir de quoi? Elle va se nourrir de températures qui sont encore relativement élevées en basse couche, puisqu'on va être à 27, 28, 29 degrés en température maximale. Donc on a un carburant de basse couche qui est relativement conséquent. On a une humidité résiduelle qui remonte en fait avec ce flux de sud qui est relativement conséquente à 30-40 mm dans le contenu de la colonne d'air. Et on a des vents en altitude qui sont très favorables, ce qu'on appelle un forçage d'altitude. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour avoir des phénomènes tout aussi violents localement et de façon isolée. Après, il y a un caractère quand même assez chaotique avec les orages, malheureusement ou heureusement. Ça veut dire que si on a une vague qui est relativement bien prévue, tous les points sur cette ligne ne sont pas forcément concernés au même degré en termes d'intensité. Donc si je comprends bien Marc, il faut surveiller évidemment l'évolution à partir de 14 heures. J'ajoute une notion peut-être à tout ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a un risque potentiel de tornade plus important? Est-ce que les conditions sont réunies pour que des tornades prennent naissance? On le surveille en effet, ce risque près de la Méditerranée, notamment entre les départements de l'Aude et de l'Hérault. Il est vrai que les orages près de la Méditerranée on nous inquiète un peu plus également parce qu'on l'a dit, la mer Méditerranée est très chaude, 27, 28 et en fait cette mer Méditerranée chaude vient alimenter également les orages. Donc avec des cumuls de pluie encore plus importants, il pourrait localement tomber 50 à 80 litres d'eau par mètre carré près de la Méditerranée en peu de temps. Donc on sait que sur des zones très urbanisées, ça peut provoquer d'importants ruissellements. Et puis, au-delà de ce risque de tornade près du golfe du Lion, les chutes de grêle également, les grêlons, certains grêlons pourraient atteindre en diamètre les 5 à 7 cm de diamètre dans le sud-ouest et des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong. Très clairement, ça fait de très gros dégâts. Et on va suivre évidemment tout ça en direct sur BFM TV. Merci beaucoup à tous les trois. Vous restez avec nous. À 12h30, on parlera des carburants qui sont repartis nettement à la hausse. Le gouvernement va-t-il proposer de nouvelles aides? Il y réfléchit, on verra ce que ça veut dire, pour qui et combien. Et puis la présidentielle, un duel Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est-il inévitable au second tour? C'est ce que montre un sondage, c'est la grande favorite de l'autre. Jean-Luc Mélenchon est en pleine dynamique.